Au Nigeria, Boko Haram a revendiqué l'enlèvement des lycéens de Kankara. Nous serons également du côté de la Côte d'Ivoire. Kakabe a été nommé ministre de la Réconciliation nationale. La Guinée, le troisième mandat d'Alpha Condé en poche. Ce dernier appelle à oublier le passé. Et puis le Togo, on parlera des régionales 2021. Y aura-t-il match? Pour évoquer ces sujets sur le plateau, je reçois ce mercredi Francisco Napokura. Il est journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir mon ami Firmin et bonsoir aux très chers téléspectateurs de la New World TV. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, est également avec nous. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel, oui, merci de m'avoir invité. Nous allons commencer tout de suite avec le Nigeria. Le Nigeria, je suis Aboubakar Shekau et nos frères sont derrière l'enlèvement à Katsina. La revendication est un peu plus claire. On s'en doutait déjà, mais il a fallu attendre ce mardi 15 décembre pour que le leader de Boko Haram affirme officiellement être derrière l'enlèvement de centaines de lycéens intervenus dans la nuit de vendredi à samedi dans leur lycée d'État pour garçons de Katsina dans le nord-ouest du Nigeria. Plus d'une centaine d'hommes armés à dos de moto ont attaqué cette école publique rurale, et alors que certains lycéens ont réussi à s'échapper, d'autres ont été rattrapés, séparés en plusieurs groupes et emmenés par des assaillants. Selon les récits des habitants, au moins 333 adolescents sont toujours portés disparus selon les autorités. Francisco, Boko Haram, on pensait qu'il était affaibli. D'abord, il y a eu, en tout cas, ces coups durs portés à l'organisation terroriste par l'armée. Il y a eu aussi cette scission du groupe. Donc, on pensait Boko Haram affaibli, mais avec cette attaque et cet enlèvement, on pourrait dire que Boko Haram, il a encore repris du poil de la bête. Oui, comme on le dit souvent, les groupes terroristes, c'est des nébuleuses. C'est des gens qui sont bien organisés et qui ont des structures et bien établies. Même le chef de Boko Haram, je crois en 2018, a été tué, je crois. Je ne sais pas si en 2018, mais quand même le mouvement continue de vivre. Ça veut dire qu'ils ont... Ça doit remonter à 2012, parce qu'après, c'est Shekau qui est là depuis ces années. Voilà, 2012. Donc, vous voyez, la mort de leur chef ne décapite pas le groupe. Et les pertes suivies, bon, ils sont en perpétuel renouvellement, reconstitution. Sinon, on pensait que la guerre que Buhari avait promis menée à ce mouvement, cette guerre a connu une évolution sensible. Sinon, le groupe est encore là, sur place. La preuve, et après même l'enlèvement des jeunes filles, il y a quelques années, et on voit aujourd'hui encore la massification, plus de 300 enfants enlevés par une centaine d'hommes. C'est énorme. C'est dans ça qu'ils continuent aussi à travers ça qu'ils forment également les groupes, parce qu'il y aura parmi ces enfants certains qui vont être convertis, qui vont adhérer au mouvement djihadiste et qui reviendront demain comme des terroristes. C'est très impressionnant la manière dont ces mouvements se reconstituent, s'organisent et font dérouter des armées. Parce que le Nigeria, c'est la première armée pratiquement de l'Afrique. Et puis voilà ce qui arrive. On arrive, et puis même un général à la retraite qui est à la tête du pays. Et puis c'est dans sa zone. En plus, c'est pratiquement dans son fief. Il est de la région. Et c'est cette région qu'on a choisie. Et on n'a pas pu les intercepter. Regardez, ramasser 300 enfants. Ce n'est pas, ils sont venus en moto. On n'a pas dit qu'ils sont venus avec des camions cargo, mais ils ont ramassé 300 enfants comme ça, qu'ils ont pu séparer et ils sont rentrés certainement dans la forêt, puisque souvent c'est la forêt qui est leur refuge. Et c'est là-bas qu'ils amènent les gens qui sont capturés pour aller faire le lavage de cerveau et voir ceux-là qu'ils vont
donner aux hommes à marier comme des filles, ils le font également. Vraiment, il faut vraiment que le monde réfléchisse à ce type de terrorisme qui continue de sévir et dont l'ampleur ne fait que grandir. C'est vrai que Aboubacar Shekau dit que c'est son mouvement Boko Haram qui est à l'origine de ces enlèvements. Mais on ne peut pas non plus dire que c'est 333 enfants qui sont en leur main, puisque d'après la police, lorsque les assaillants sont arrivés, ils ont eu une résistance, puisque l'école était gardée par des éléments de l'armée, mais ce n'était pas une très forte résistance. Les enfants se sont éparpillés, d'autres qui ont réussi à s'échapper ont rejoint leur famille, d'autres ont pris des bus, sont repartis dans leur état d'origine. Du coup, Shekau ne le dit pas clairement, on ne sait pas combien d'enfants il a, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a pris des enfants. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il a pris des enfants, mais il veut montrer à l'État nigérien qu'il a encore gagné, que Boko Haram a gagné. Ce qu'il est en train de dire, c'est de la communication, c'est pour fragiliser davantage psychologiquement l'armée nigériane, et c'est pour dire au monde entier que nous avons gagné. C'est pour flamber les chiffres, parce qu'on ne peut pas dire avec exactitude que c'est 300 enfants qu'ils ont réussi à prendre, mais il veut inculquer ça à l'esprit de tout un chacun pour que les gens sachent qu'ils ont encore gagné, ils ont encore frappé fort. 300 enfants qui disparaissent comme ça, qu'ils prennent facilement comme ça, c'est pour troubler psychologiquement, pour heurter la sensibilité de tous ceux-là qui ont l'info du monde entier. C'est grave, c'est gravissime. Ça rappelle ce mouvement qui avait été créé du temps d'Obama, Bring Back Our Girls. Actuellement, il y a un autre hashtag, Bring Back Our Boys. Ça fait rire, mais ça fait triste. Ça fait triste dans la mesure où l'État nigérien est là, l'armée nigérienne est là, mais c'est des situations qui se répètent. On se demande jusqu'où ça va aller et quand est-ce que cela pourrait s'arrêter. Vous imaginez, qu'est-ce que Boko Haram veut? Boko Haram veut créer un État islamique au nord, point. Et il y a un groupe qui voulait aussi créer l'État islamique. On a vu l'État islamique, vous imaginez, entre-temps, au niveau de la Syrie, l'État islamique occupait au moins 45% du territoire. Ils avaient créé un territoire, ils avaient créé des emplois, ils cultivaient du blé, du maïs, ils exploitaient le pétrole syrien, et ils employaient des gens, et ils envoyaient des mots de recrutement sur les réseaux sociaux, et quiconque postule, qualifié, rejoint la Syrie. Mais quand les Occidentaux se sont dit, mais il faut qu'on détruise l'État islamique, ils ont détruit l'État islamique et les Syriens ont repris cette partie de leur territoire qu'ils avaient conquis à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est parce que les Occidentaux ont été déterminés. Ils se sont dit, ça, on ne veut plus ça. Mais qu'est-ce que les Nigériens disent aujourd'hui? On se dit, oui, il y a eu attaque, des gens disparaissent, des filles avaient disparu. C'est l'avenir de toute une nation qui avait disparu comme ça. Entre-temps, on n'a jamais eu la totalité de ces filles-là qui avaient disparu. Il y avait certaines qui étaient revenues, mais enceintes. C'est-à-dire, on a détruit leur avenir comme ça, des jeunes élèves. Aujourd'hui, on prend encore de centaines d'élèves qui disparaissent aussi comme ça. Et puis, l'État nigérien est là, et puis il ne fait rien pratiquement. On dit, il y a eu résistance et tout ça là. Mais est-ce que ça va s'arrêter à ça? Mais je pense que ça témoigne de la faiblesse notoire et légendaire de l'État nigérien. L'État nigérien, le Nigeria, première puissance d'Afrique, première puissance économique d'Afrique, et qui se montre beaucoup plus faible ou toujours faible face aux attaques de Boko Haram. Moi, je me demande, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est que il y a toujours eu des réunions importantes au niveau de la CEDEAO, des réunions importantes au niveau de l'Union africaine. Mais ces situations-là, on n'en parle presque pas. Parce que quand vous lisez un peu le communiqué, peut-être pour parler, on a parlé un peu du terrorisme et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut pour combattre cela? Qu'est-ce qu'il faut pour que ce terrorisme-là ou ceux-là qui sont à la base des actes terroristes puissent disparaître de la scène? C'est pas possible. Les gens sont au nord, ils occupent le nord pendant des années. Ils commettent des atrocités, ils tuent vos enfants, ils tuent les Nigériens, ils font disparaître des gens, ils engrossent des jeunes filles, ils détruisent la vie des jeunes filles, ils détruisent la vie de jeunes garçons.
Vous restez là et vous ne dites pratiquement rien. Et après, on va dire qu'on va sortir des communiqués, puis c'est fini. Mais je pense que peut-être tout l'État nigérien, toute la population nigérienne qui va sortir un jour dans les rues, et il sera difficile au gouvernement de pouvoir tenir. Ça, c'est de façon... Ils exagèrent. Moi, je n'ai rien à reprocher à Boko Haram. C'est parce qu'ils ont trouvé un terrain fertile qu'ils exploitent facilement. Et il revient au gouvernement nigérien de prendre ses responsabilités, de dire non, ça on n'en veut plus. Regardez, on a parlé d'attaques terroristes au temps de Hollande, il y a eu des attaques. Mais les Français ont dit non. Et ils ont commencé par déjouer de nombreuses attaques terroristes. Et aujourd'hui, on n'en a plus pratiquement en France. Mais au Nigeria, entre-temps, on en avait parlé ici, ça fait pas 6 mois, on en a parlé. Aussi, encore aujourd'hui, on en parle. Boko Haram qui fait des intrusions dans des mosquées, on en a parlé ici. Intrusions dans les écoles, on en a parlé. Aujourd'hui encore, des jeunes qui disparaissent comme ça, on ne sait exactement ce qu'ils deviendront. Mais Francisco et Firmel rappellent, hein, on a l'impression d'une sorte d'émission carrément de l'armée nigériane. On sait que le Boko Haram sévit dans le nord du pays. On sait qu'un certain nombre de localités sont leurs cibles favorites. Et ils viennent, la résistance qui leur est opposée est quasiment nulle. Ils repartent comme ça, comme si on les encourageait à le faire en fait. Oui, tout d'abord, c'est des gens qui ont d'énormes moyens. Il a dit tout à l'heure que Boko Haram, les groupes djihadistes, ils exploitent, ils cultivent, font la culture. Ce n'est pas la tomate qu'ils cultivent, ni le maïs. Souvent, c'est la drogue. C'est de grands trafiquants de drogue. Sinon, l'idéologie religieuse n'est pas aussi... au fait, est mis en avant juste pour souvent flatter. C'est des gros intérêts qui sont là-dedans. Vous venez de dire que il y a eu des éléments des forces de l'ordre qui gardaient l'école. Et bien évidemment, sur pratiquement toute l'étendue du territoire, que ce soit au Niger, même au Burkina, c'est les forces de l'ordre qui gardent les établissements. Mais les éléments qui sont postés là-bas, ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de combien? Et puis, ils ont quel armement? Oui. D'accord, donc une kalachnikov ou bien un pistolet automatique, vous tirez quelques balles, ça s'échauffe. Même quand le militaire est en faction, mais lorsque l'assaillant vient, il voit même l'arme que l'assaillant tient, même déjà la détonation, il est obligé de cacher son arme et d'enlever sa tenue pour disparaître. Parce que non, on ne pose pas une résistance à comment l'appelle-t-on, à de telles sortes de groupes. Qu'est-ce qui doit se passer? C'est que les éléments qui sont en faction, lorsque ces groupes-là arrivent, ils doivent alerter, ou bien il doit y avoir un dispositif de signalisation qui doit être une force d'intervention rapide, qui doit venir vite. Regardez, 100 de personnes qui viennent à moto et qui repartent, et l'armée n'a pas pu vite se déployer, et avec des éléments et avec du matériel, disons, les hélicos, oui. Pour pouvoir combattre. C'est souvent dans il a dit, quand dans nos pays, on ne connaît même pas la mission des institutions. L'armée, quelle est sa mission? Quand bien même l'école, on le dit, nos écoles, on ne connaît même pas la mission de nos écoles, qui est assignée à l'éducation. On ne connaît pas. C'est aussi la même chose, l'armée, où les objectifs de l'armée sont détournés. Les objectifs sont détournés pour protéger les présidents fondateurs. Du coup, le renseignement qu'on doit faire, qui doit même faire alerter les gens que, voilà, tel jour, Boko Haram peut intervenir, les drones, on ne le fait pas. On se consacre à peut-être payer des logiciels pour espionner les coépouses, ou bien je sais pas. Donc voilà, le problème, c'est que nos armées ne sont pas suffisamment formées pour faire face à ce genre d'événements. Oui. C'est ça. Quand on voit même... Oui, mais au niveau du Nigeria, c'est pas un phénomène nouveau quand même. L'armée fait face au terrorisme depuis plusieurs années. Devrait avoir une certaine expertise aussi dans le si, par exemple, c'est en France ou aux États-Unis, un tel acte se pose, vous allez voir.
mais des hélicos en l'air. C'est systématique. Et puis des forces spéciales. Avec les frères Kouachi. Oui, mais vous avez vu les frères Kouachi, mais les hélicos en l'air. Oui, pour pouvoir, avec des tireurs d'élite, des forces spéciales, pour combattre. Ici, vous allez voir, quand le phénomène se déroule, par exemple, à 5 km du camp, le temps que peut-être on démarre les véhicules, d'abord il faut que les gens soient en alerte pour dire qu'ils quittent systématiquement pour aller à une intervention. Même peut-être que le carburant, il n'y en a pas dans le véhicule, dans les véhicules pour pouvoir aller aux interventions. Ça arrive. Donc, quel est l'état du matériel? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut aller ouvrir les portes pour pouvoir sortir les armes et donner les armes aux gens, démarrer les véhicules et partir? Non. Ailleurs, tout est chronométré, tout est millimétré. Et lorsque cela ne se fait pas dans le temps, lorsque même simplement une ambulance qu'on a appelée SAMU, par exemple, pour venir secourir quelqu'un à la maison, mais on analyse depuis le standardiste, la réaction du standardiste, quand est-ce que l'ambulancier est parti, est-ce qu'il est arrivé à temps, mais on analyse tout. C'est la même chose. Et pour l'armée, c'est encore bien millimétré, surtout pour aller à ce genre d'intervention. Donc, vous voyez, vous allez voir, vous circulez dans nos villes, vous voyez un véhicule et 4x4 américain qui est garé, mais on n'éteint pas, on ne coupe pas le moteur. Vous allez voir, c'est la voiture à un politicien, c'est la voiture à un directeur de société ou à un ministre. Parce que lui, il ne doit pas rentrer dans la chaleur, dans sa voiture. Est-ce que vous voyez? Mais normalement, ces moyens, c'est ces moyens qu'on doit mettre à la disposition de nos hôpitaux, c'est ces moyens qu'on doit mettre à la disposition de nos armées, et que nos armées aient les moyens. Les moyens, il y a les moyens de renseignement qu'ils doivent avoir. La logistique. La logistique. Pour aller aux interventions, quand il n'y en a pas, comme je le dis, vous mettez 10 militaires en faction avec des pistolets automatiques, quelqu'un qui vient avec 12-7, mais il ne va même pas, c'est-à-dire, il va même pas oser tirer un seul coup. Il dépose et puis je l'ai dit, 2014, 2016, il me semble, il y a eu l'enlèvement de ces filles-là. On a mis Bring Back Our Girls. Aujourd'hui, on fait du Bring Back Our Boys. Bon, c'est juste des hashtags et puis plus rien. Oui, c'est juste des hashtags, c'est pour crier, c'est pour médiatiser, puis communiquer un peu sur ça, et puis c'est fini. Parce que quelles ont été les véritables actions? Par exemple, quand Madame Obama avait lancé aussi son mouvement à l'époque, quelles sont les actions qui ont suivi après? C'est juste 2 semaines de com, 2 semaines de médiatisation, et puis c'est fini. Normalement, on doit peut-être les États-Unis, en réalité, quand Obama s'était mêlé, c'est-à-dire la famille Obama s'était mêlée à cette affaire, nous, peut-être les États-Unis pourraient demander au Nigeria, mais qu'est-ce que nous pouvons vous faire? Quel apport pouvons-nous, de quel apport vous avez besoin, qui doit venir peut-être de nous? Rien de tout ça. L'Union africaine, qu'est-ce que l'Union africaine a fait à l'époque pour qu'on puisse sauver le Nigeria? Bien sûr, c'est un État grand, c'est un État fédéral, mais le Nigeria, c'est trop petit par rapport à la densité du continent africain. Le Nigeria est trop petit par rapport à toute la puissance militaire du continent africain. On ne fait rien. Il y a la flotte multinationale mixte qui est là, dont le siège au Tchad, en N'Djamena, la capitale. Mais tout ça, là, ces forces-là sont là, mais rien pratiquement. Vous savez, moi, j'ai l'impression, souvent on définit un État, la puissance d'un État par la force de son renseignement, la force de son armée. On dit souvent que le Nigeria, c'est la première puissance d'Afrique, c'est ce qu'on dit, ou de la région ouest africaine, c'est ce qu'on dit souvent. Mais avec quoi? Mais avec ces renseignements, moi je me demande s'ils ont un système de service de renseignement. Est-ce qu'ils ont un service de renseignement? Les États-Unis sont puissants parce qu'ils ont un service de renseignement très puissant, très performant. C'est parce qu'ils ont une armée très puissante. Sur le plan militaire, ils sont au point. Maintenant, ici, le Nigeria a tous les qualificatifs, mais le Nigeria, au fond, sur le terrain, ne représente pratiquement rien. Ce petit Boko Haram-là n'arrive pas. Il n'arrive pas à le gérer. C'est pas possible. Le service de renseignement du Nigeria est où dans tout ça? Depuis des années. Mais si le service de renseignement était performant, peut-être on aurait déjoué assez d'attaques terroristes.
Bon, les peut-être services aussi là, qu'ils- mais peut-être aussi qu'ils en déjouent, hein, puisqu'on ne communique que sur les attaques qui ont abouti, hein, celles qui sont déjouées. Non, mais maintenant, regardez. On en dit rien. Si vous permettez, on va aller à la première pause et on reviendra continuer naturellement sur ce débat.